Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à ce webinaire consacré à un sujet aussi essentiel que souvent négligé, la santé mentale. Vous savez, depuis le début de l'année, tous les premiers mardis du mois, l'URPS Infirmier vous propose des webinaires en lien avec le bilan de prévention sur chaque fois un sujet différent. Et aujourd'hui, c'est donc la santé mentale et on fera un petit focus sur le stress. On va patienter quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. Euh, du coup, on va parler un petit peu des actualités infirmières. Donc, vous savez que il y a les élections à la Carpinco qui sont en cours en ce moment. Je vous invite vraiment à y voter. Plus nous serons nombreux, plus les gens qui seront élus pourront vous représenter, être des acteurs de poids dans les négociations pour notre caisse de retraite et de prévoyance. Ça doit être difficile pour chacun et chacune d'entre vous en ce moment de travailler parce que la canicule, et je pense que ça doit revenir un peu tous les jours avec vos patients. J'espère qu'ils ne souffrent pas trop de tout ça. Donc, on attend encore une petite minute pour démarrer. Nous sommes là. Allez. Pascal, tu veux dire quelque chose peut-être pour combler? Du coup, Pour nous combler, sommes... déjà, je souhaite bon courage à toutes les infirmières qui sont dehors matin et soir par ces températures. C'est pas facile. Voilà, nous y sommes tous, hein, puisque nous sommes tous sur le terrain. J'espère que vous faites attention à vous. Vous verrez qu'à un moment donné, dans ce webinaire, on parle aussi de votre protection et on vous donnera des informations sur des organismes qui vous sont dédiés, qui sont partenaires d'ailleurs de l'URPS. Je reprendrai la parole un peu plus tard à la fin du webinaire pour vous parler du bilan de prévention tel qu'il est aujourd'hui sur notre Occitanie. Voilà. Nous sommes combien, Sophie, à présent? Quelques 11, 12, ouais. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Du coup, Oui, on va commencer. merci à tous les élus qui sont là. Donc, il y a Florence, Sylvie, Christelle, Pascal. Il y en a peut-être d'autres que je ne vois pas sur la liste des invités. Donc, voilà, on va commencer ce webinaire sur la santé mentale. En 2025, donc, la santé mentale a été proclamée grande cause nationale par le gouvernement. Ce choix marque une prise de conscience forte. En fait, un Français sur quatre sera confronté à un trouble mental au cours de sa vie. C'est quand même des chiffres qui sont relativement énormes. Et derrière ce chiffre, c'est des réalités humaines qui sont très concrètes, des personnes de tous âges, de tous milieux, parfois proches de nous, qui vivent avec de l'anxiété, des troubles dépressifs ou d'autres formes de souffrance psychique. Cette année, c'est la mise en lumière de l'activité physique, du coup, en 2024, dans le contexte des Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est donc cette année la santé mentale qui est au cœur des priorités nationales et c'est une avancée qui est nécessaire. Euh, il ne peut y avoir de santé sans santé mentale. L'Organisation mondiale de la santé la définit comme un état de bien-être dans lequel une personne peut faire face aux difficultés de la vie, réaliser son potentiel, travailler, apprendre et participer activement à la vie de sa communauté. Sans santé mentale, donc rien n'est possible. Mais cette santé mentale, malheureusement, est souvent fragilisée par nos modes de vie, par les pressions sociales, par les conditions de travail, l'isolement ou encore les difficultés économiques. Le stress en particulier est devenu un marqueur courant de nos sociétés. Donc nous y consacrerons un temps spécifique car c'est un sujet que nous, infirmiers libéraux, rencontrons quotidiennement dans nos échanges avec les patients. C'est mal repéré, c'est banalisé. Le stress peut pourtant être à l'origine de troubles bien plus graves s'il s'installe dans la durée. En tant que soignants de proximité, nous sommes le premier point d'écoute, le premier point de contact pour les patients, en particulier dans le cadre du bilan de prévention. Notre rôle est crucial pour détecter les signaux faibles, les signaux d'alerte, orienter vers les bons interlocuteurs, parfois simplement offrir un espace de parole. Euh, il ne faut pas oublier non plus que dans notre profession, nous sommes confrontés quotidiennement au stress, avec la charge mentale, avec un exercice libéral qui est compliqué, des contraintes,
des contraintes administratives et j'en passe. Ce webinaire a donc pour objectif de vous fournir des repères pratiques, mieux comprendre ce qu'est la santé mentale, comment elle se manifeste, savoir distinguer une détresse passagère d'un trouble plus profond, repérer les facteurs de risque, notamment chez les publics les plus vulnérables, donc les personnes âgées, les jeunes, les aidants, les familles isolées, les personnes en situation de précarité, et surtout savoir comment agir à notre niveau pour prévenir, pour informer et pour orienter. Nous reviendrons donc sur les grands axes de la stratégie nationale déployée par les pouvoirs publics. L'axe 1, c'est lutter contre la stigmatisation. L'axe 2, c'est développer la prévention et le repérage précoce. L'axe 3, améliorer l'accès aux soins et mieux accompagner les personnes au quotidien. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire de la santé mentale l'affaire de tous, au même titre que le diabète, que l'hypertension, le cholestérol ou toutes les maladies chroniques, parce qu'elle conditionne tout le reste. Merci pour votre engagement, votre présence aujourd'hui et votre rôle irremplaçable dans le parcours de soins des patients. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Christelle et Pascal vont vous aider à y voir plus clair dans celui-ci. Une parenthèse sera aussi faite sur le partenariat URPS et SPS et sur les possibilités d'orientation. Du coup, je laisse la parole à Christelle et je vous dis à tout à l'heure. Tu avais parlé, excuse-moi, Sébastien, quelques chiffres. Tu as donné les chiffres? Ah, d'accord. Donc là, voilà. Donc en fait, dans le bilan de prévention, nous, en tant qu'infirmière, au moment d'un bilan de prévention, on va aller repérer les personnes fragiles. Alors, je vais donner un exemple, hein, la personne âgée, hein, perte d'autonomie, isolement. Donc, au moment où vous allez faire un bilan de prévention chez les plus de 70 ans, le but, c'est de les repérer et après de les réorienter ou de les aider avec des outils. Voilà. Après, nous avons d'autres cibles, les adolescents, hein, les adolescents jeunes adultes, donc de par leur conduite, leur risque de conduite addictive, le manque de confiance en eux, l'entrée dans le monde du travail, les études qui sont pour certains compliquées. Il faut arriver à repérer et à essayer de mieux les accompagner, de mieux les aider et qu'ils trouvent du soutien autour d'eux. Vous pouvez rencontrer les familles monoparentales, hein, avec des enfants, les mères isolées, voilà, qui sont en difficulté financière. Voilà. On essaie de repérer au travers des questions du questionnaire et de repérer les problématiques. Slide suivante. Donc, on sait que voilà, le stress a des effets chroniques sur notre corps, a beaucoup de méfaits, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un stress, alors pour un problème de la vie, voilà, aura des répercussions sur sa santé et sur son corps, hein, ça peut être l'estomac, comme vous voyez sur cette slide, c'est quand même assez expliqué, des troubles digestifs, voilà, on sait, parce que les gens nous le disent, l'anxiété qui peut après entraîner une dépression, des troubles du sommeil. On sait que le sommeil aura des répercussions sur le cœur. Voilà, ça c'est dans notre filigrane d'infirmière, on sait que le stress, il n'est pas mieux appréhendé ou si on a un problème psychologique et qu'on ne met pas en place des choses, ça aura un retentissement sur le corps et pour de futures peut-être maladies. Slide suivante. Alors là, vous voyez, c'est une affiche que j'aime beaucoup, qui a été faite par Agir pour le cœur des femmes. Et en fait, dans cette affiche que vous pouvez télécharger, vous aurez des petits exemples que les gens peuvent faire au quotidien. C'est
voilà, c'est pas très compliqué, c'est leur donner, voilà, apprendre à respirer. On avait déjà parlé lors d'autres séminaires, webinaires, des applications, la respiration cardiaque, prendre le temps, essayer d'alléger notre charge mentale. Et prendre soin de soi, essayer, voilà. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut être mis en application très rapidement, que vous pouvez remettre à votre patient au moment du bilan de prévention, ou vous pouvez l'inviter à aller sur le site Psycom, qui est le site référentiel pour le stress, où vous retrouverez des tutos, des supports, et même pour le patient, l'amener à aller sur ce site, parce qu'en fait, il y a encore plein d'informations, voilà, et je trouve qu'il est très bien fait. Slide suivante. Donc là, on vous a mis un peu comment repérer où sont les questions cibles dans le questionnaire. Hein, et en fait, quand vous lisez bien leurs réponses, vous arrivez vite à centrer leur problématique de stress. Hein. Si c'est un stress occasionnel, une charge mentale élevée, un problème personnel, un problème au travail, ce qu'on retrouve souvent, hein, par exemple chez les 45-50 ans, leur DRH voilà, qui leur mettent un peu de pression, pas de bonne entente avec des collègues au travail, ben, en fait, voilà, ça c'est un stress et on va peut-être les amener à les orienter vers des séances psychologues, ou si c'est léger et à leur demande, bien entendu, hein, si ça reste une priorité dans le bilan de prévention pour les usagers, on va essayer de les amener sur un site internet, à nous de jauger. Donc là, on vous a mis en place les grilles d'évaluation. Slide avant. Ouais, voilà. Vous avez 3 grilles, voilà, qui vont vous aider à mieux évaluer ce test-là. On peut les retrouver dans les bilans ICOP pour les personnes de plus de 60 ans. Quand il y a une alerte au niveau psychologique, on peut aller un peu plus loin et voir leur niveau, hein, d'anxiété ou de stress. Et bien entendu, si c'est un risque de suicide, il faut absolument contacter le médecin traitant et revenir sur le médecin traitant, signaler au médecin traitant pour qu'il soit pris en charge très rapidement. Donc, dans les grilles, là, vous en avez 3. Voilà, à vous d'utiliser celle qui vous convient le mieux. Voilà, moi, je sais que la PHQ2, souvent, me permet de définir, voilà, et de jauger un peu leur problématique d'anxiété, si c'est grave ou pas. Là, l'important, c'est que dans notre rôle, c'est si c'est grave, on passe la main. Si c'est léger, et bien après, on va peut-être les orienter vers mon soutien psy. Donc, c'est la slide suivante. Encore un peu plus bas. L'autre slide, voilà, non. Voilà. Donc, en fonction, si on voit que le stress est en fait une priorité pour l'usager, on va effectivement le rediriger vers ce qu'a fait le gouvernement, hein, un accès direct au psychologue par le biais de mon soutien psy. Hein, le patient ou l'usager a droit à 12 séances prises en charge par l'assurance maladie. Et il peut y avoir, ça a été changé depuis peu, un accès direct. Voilà, il suffit qu'il se connecte sur Amélie et trouver un psychologue qui fait partie du dispositif et prendre les séances sans passer par le médecin traitant. Ça a changé depuis le mois de juin. Pour les étudiants... Peut-être que tu peux...
Oui, excuse-moi, je te coupe. Peut-être que oui, tu peux préciser, au préalable, les psychologues n'étaient pas tellement chauds hein, pour conventionner avec l'assurance maladie parce que leur consultation n'était pas très valorisée. Elle a été revalorisée dernièrement à 50 euros et du coup, il y aura un peu plus de psychologues, enfin, il y aura un peu plus de ressources sur les territoires. oui, parce que ça manque quand même, hein, elles sont peu conventionnées. Ils peuvent toujours aussi aller voir si vous sentez que le patient est en souffrance, vous pouvez leur proposer d'aller voir un psychiatre aussi, hein, voilà. Ils peuvent passer par leur médecin traitant aussi, toujours, ça restera leur premier soutien médical. Mais bon, ils peuvent passer sans. Pour les étudiants, ils ont auprès de leur faculté, ils ont des droits, ils ont des accès, des soutiens psychologiques qui sont faits au sein des universités. Et pour les jeunes, je les invite à aller entre 18 et 25 ans, vers les missions locales de jeunes, où là, ils vont peut-être retrouver une ressource. Et voilà, les missions locales dépendent de chaque territoire, bien entendu. Donc voilà, moi je sais qu'au niveau de la mission locale des jeunes de mon secteur, ils ont mis en place un soutien pour les jeunes. Voilà, quelques numéros de téléphone qui peuvent aussi aider, SOS Amitié, Solitude Écoute, le numéro national des préventions suicides, 3114, qui est quand même important parce que quand même, le problème du suicide est quand même très important, hein, plus de 9000 décès par suicide par an. C'est quand même, je trouve, un chiffre très important, quel que soit quel que soit le métier. Quel que soit le métier, hein, les agriculteurs, les soignants, la fonction publique, voilà. Et Je là, je peux vais me passer. permettre Ouais, vas-y, Je Pascal. peux me permettre de te couper Vas-y. juste 30 secondes. Ce qui est important dans le risque de suicide, c'est de savoir quand il y a une formulation concrète. C'est-à-dire, oui, je vais me suicider demain. Sauf que si on vous dit, là, c'est pas hyper concret. Enfin, je veux dire, mais s'il vous dit, enfin, s'il y a vraiment une concrétisation, demain, demain matin, je partirai sur le chemin et je me jetterai dans le gouffre de machin. Là, déjà, vous pouvez vous dire, oulala, il concrétise un petit peu son affaire et il est important de ne pas le lâcher et voilà, de faire en sorte que cette personne soit vue rapidement par quelqu'un. Alors, on a fait une petite slide pour vous, infirmiers, hein, l'URPS infirmier travaille pour vous et on a un partenariat avec SPS. Donc, ça a été un petit peu modifié. Si tu veux en parler, Pascal. Ah, tu as le micro coupé. Donc, les transformations d'SPS sont assez nouvelles. Donc, autant vous dire clairement qu'on les a découvertes nous-mêmes hier, pas plus tard qu'hier. On a tenté de faire un maximum de synthétisation de cette information pour vous mettre la majorité des informations sur le site et les liens, etc. SPS est un organisme qui s'occupe essentiellement de la difficulté du professionnel dans sa vie. Voilà. C'est un soutien. Vous pouvez y trouver des groupes de parole. Vous avez aussi accès à un numéro vert pour avoir une écoute. Derrière ce numéro vert, ce sont des professionnels, des psychologues qui vous répondront. Donc, aide en urgence, vous voyez ce numéro de téléphone apparaître. Il y a aussi la possibilité d'avoir, donc c'est un numéro urgent. Il y a une plateforme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Vous voyez qu'il y a 120 psychologues et cliniciens. Donc, si vous êtes un petit peu à saturation au niveau de votre travail, n'hésitez pas, c'est dédié, ça vous est complètement dédié et décrocher le téléphone, ça fait un bien fou, je peux vous le garantir, d'utiliser ce soutien. Voilà. Pour rien vous cacher, à un moment donné de ma vie professionnelle, j'ai eu
voilà, j'ai utilisé SPS et ça m'a bien servi. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous y trouvez aussi des ateliers, vous y trouvez tout un tas d'informations. C'est très fouillé. Voilà, on l'a découvert hier, je ne vais pas dire plus, hein, parce que ben, j'ai pas eu le temps et nous n'avons pas eu le temps, pardon, de tout fouiller. Mais vous pouvez, pour quelconque problématique, poser question à contact infirmier, enfin, contact@urps infirmier Occitanie. Je vous mets l'adresse sur le chat. J'ai peut-être oublié quelque chose. Florence, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas de me reprendre. Si je peux me permettre. Oui, vas-y. Bonjour tout le monde. Pour finir, par rapport à SPS, il faut savoir que si vous avez besoin d'un endroit où vous voulez vous reposer, SPS est propriétaire de plusieurs Oui. lieux, voire de cliniques spécialisées, et vous pouvez être, si vous en avez besoin, être accueilli dans un établissement loin de chez vous, sans que personne le sache et où personne ne vous connaît, parfois l'anonymat. Ça peut être très, très bien. Donc n'hésitez pas à les joindre. Ils sont là depuis longtemps. On n'en entend pas parler, mais ils sont extrêmement pointus dans le domaine Oui. et leur réseau est extrêmement bien fait. Voilà. J'ai oublié de dire qu'il vous faut un code partenaire qu'on va vous mettre dans la conversation parce qu'il faut vous inscrire et tout ceci, vous le trouverez là où on vous le montre là. Voyez, vous inscrire sur la maison des soignants parce que SPS aujourd'hui s'appelle la maison des soignants. Ils ont changé depuis peu et il vous faudra un code partenaire puisque nous sommes partenaires avec eux et vous aurez une écoute spécifique. Voilà. Donc là, on va passer au moment d'échange avec des questions et on va répondre à vos questions sur la santé mentale ou des questions sur vos problématiques avec les bilans de prévention. Vous pouvez ouvrir vos micros. Vous cliquez en haut à gauche et vous Ou à activez droite. le micro et levez la main, on vous écoute. Avez-vous des questions ? Alors, je voudrais savoir si parmi vous, vous avez fait des bilans de prévention et quels sont vos ressentis, quelles sont vos difficultés? Alors moi, par contre, je vais vous dire quelque chose. Dernièrement sont arrivés les chiffres sur le bilan de prévention de l'Occitanie. J'étais assez surprise parce que c'est quand même l'ouverture, hein, la consultation infirmière, un autre axe de notre métier. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de voir que les pharmaciens ont pris le lead et sont avec les médecins les premiers à faire des bilans de prévention. C'est un axe de notre métier qui va évoluer avec la loi infirmière que nous avons eue depuis peu. Et ça serait quand même dommage que cet axe-là ne soit pas pris en main par les infirmières. Vous faites ça de façon complètement anonyme chez tous vos patients sans vous en rendre compte. Vous parlez de la santé, vous leur dites ce qu'il faut faire pour se sentir mieux. Mais là, pour le coup, il suffit de vous asseoir et de le formaliser. Oui, ça va vous demander une petite heure d'organisation. Là, pour le coup, sur le sujet là, en question, ben oui, il va falloir aller chercher les 3 questionnaires, les lire hein, pour voir à peu près quelles sont les questions que vous allez poser et si vous êtes à l'aise avec un questionnaire ou l'autre, hein, parce que dans ce genre de questionnaire, les questions peuvent être un petit peu peut-être difficiles à dire, hein, en tout cas pour tout un chacun. Donc, choisissez le questionnaire qui vous convient le mieux pour pouvoir scorer, avoir un score hein, et le nommer dans votre bilan de prévention. Aborder ce sujet, c'est assez facile, hein, il suffit de vous dire vous dormez bien.
La personne qui dort pas bien, en règle générale, il est anxieux. Et c'est comme ça que vous pouvez démarrer sur le sujet. Vous pouvez l'aborder de façon simple et tranquille si vous êtes sur un niveau assez de stress, on va dire ambiant, dû à une vie trépidante. Tout comme vous pouvez arriver jusqu'à ce qu'on des taux de stress et d'anxiété où vraiment, là, il faut passer la main à un professionnel, sans compter que maintenant, on a quand même la chance d'avoir des accès directs et des prises en charge par la sécurité sociale. Donc voilà, informer le public, hein, les usagers, de la possibilité de se faire aider parce que peut-être ils ne le savent pas. Pour rebondir sur ce que dit Pascal et être un peu plus précis sur les chiffres, effectivement, sur les premiers retours du coup, il y a 47% des bilans de prévention totaux qui ont été faits par les pharmaciens, Pharmacien. 38% par les médecins généralistes, mais là, ça ne me choque pas du tout. En fait, c'est des gens qui connaissent vraiment les patients, qui sont pour le coup autant au courant que nous de leurs conditions de vie, et ainsi de suite. Pour les infirmiers, nous sommes 8% uniquement à faire des bilans de prévention. Voilà. Et ensuite, les 5% qui restent, c'est les sages-femmes qui réalisent aussi des bilans de prévention. Donc, allons-y, soyons forts, comme vous dit Pascal. Il y a la loi infirmière avec l'instauration de la consultation infirmière qui a été votée. Ben voilà, il faut qu'on prenne tout ça en main. Alors, c'est un changement de paradigme. On n'a pas l'habitude d'être dans le préventif, on est dans le curatif, on est dans le délégué, on est dans le médico-délégué. On nous a toujours appris ça. Moi, ça fait quelques années hein, maintenant que j'ai pensé mon métier autrement et que je fais de la prévention au même titre que Pascal euh, dans une structure particulière. Après, Christelle, Sylvie font des bilans de prévention. C'est aussi une autre façon de faire de la prévention. Donc, n'oubliez pas que c'est vous qui êtes le plus proche des patients et enfin, que c'est vous, que c'est nous, hein, puisque je m'englobe dedans. Hein. Nous sommes tous Oui, des infirmiers là. Hein. Donc, je ne comprends pas ce petit chiffre de 8%. Je ne fais pas la morale ou quoi que ce soit. Hein. Vous êtes là en plus, donc vous êtes concernés. Peut-être qu'il y a un petit truc qui vous empêche de faire les premiers bilans de prévention. Ben, dites-nous si ben, on peut vous dites-nous-le, oui. aider à faire à casser ce barrage en fait qui vous retient en fait. Et Ou peut-être peut-être que vous pour... avez des infos de vos collègues qui vous disent non, j'en ferai pas, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui freine là? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est qu'à 8%? Je me pose vraiment la question, oui, je me pose vraiment la question, comme Sébastien, comme tout le monde dans ce groupe qui œuvront pour vous depuis quelque temps. On se dit qu'est-ce que c'est qui fait qu'elles n'y vont pas? Mais vraiment, si vous, dites-nous, hein, dites-nous clairement, qu'est-ce que c'est qui vous bloque? Bah, déjà, on va leur demander si elles en font. Ben, elles n'ont pas répondu à ça tout à l'heure. Vous m'entendez? Personne ne veut prendre la parole pour... Est-ce que vous m'entendez? Ah, Oui, 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 je vous écoute. Bonjour tout qui le monde. êtes-vous? Je suis André Béranger, Bonjour André. inspecteur de la Roque-d'Olme. D'accord. un ariégeois. Pardon? Parfait. Un ariégeois, oui. Un ariégeois, oui. Alors, moi, je pense qu'il y a toujours, c'est toujours le thème, c'est le manque de temps. Faire un Oui. bilan de prévention, ça demande du temps. Et du temps, on peut pas c'est pas élastique le temps. On n'a pas le temps de tout faire. Et notamment, le bilan de prévention, c'est compliqué de l'intégrer dans notre quotidien, dans notre soin, et surtout qu'est-ce qu'on en fait après, quoi. C'est ça aussi. Est-ce que c'est mis dans une banque de données? Comment on s'en sert après? D'accord. D'accord. Je vous réponds à ça. En fait, c'est on va dire un premier thème, enfin un premier step, une première marche. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans d'autres organismes d'assurance maladie, ces bilans de prévention sont traités de plusieurs façons. Mais en même temps, on offre aux gens la possibilité d'avancer avec des ouvertures telles que là, pour la CPM, sur le thème d'aujourd'hui, c'est d'informer le public à l'accès direct des psychologues. Sur d'autres caisses, il y a d'autres offres de santé.
L'idée, c'est de faire, d'abord, l'idée de base, c'est la promotion de la santé et expliquer aux gens, dans le contexte actuel médical, hein, en plus, hein, je pense que cette facilité aussi, enfin, je trouve que c'est facilitant à cause de ce contexte, d'expliquer aux gens que la santé leur appartient, qu'il faut qu'ils la surveillent et qu'il faut qu'ils s'investissent pour qu'elle perdure. Aujourd'hui, on a des personnes âgées, tous, hein, de 90, 95 et plus, qui au fur et à mesure du temps qui passe, avec cette prévention, seront complètement autonomes et actifs 85 passés. Aujourd'hui, 85 passés, on commence à être un peu en difficulté. Mais si vous dites à quelqu'un que sa retraite, il doit en faire la promotion de sa santé le plus tôt possible dans sa vie, ça va lui parler. Déjà, petit 1, ça c'est le truc de base. Petit 2, c'est le rapport que vous avez avec son médecin traitant. En envoyant ce bilan de prévention qui peut-être aujourd'hui n'est pas regardé parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, mais à nous d'en faire la promotion aussi auprès des médecins traitants. Et c'est ce lien que l'on pourra mettre avec les médecins traitants pour avoir aussi cette partie de la vision du patient en dehors de leur consultation. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que c'est bon ou c'est... Après André avait aussi posé la question du temps. Et ça, André, je vous rejoins Ah complètement oui, là-dessus. C'est vrai que le temps du bilan de prévention, on ne peut pas le mettre dans une non, tournée. Donc, non. moi, je travaille à peu près 13 à 14 jours par mois sur le cabinet. Quand je fais des bilans de prévention, en général, je me réserve une matinée pour faire 4 ou 5 bilans de prévention. Voilà. Ouais, moi aussi. Je le fais pas Sur pendant ma que je tournée. tourne. C'est pas Non, possible. En fait, non. ce que vous a dit Pascal tout à l'heure, c'est que les bilans de prévention, l'éducation à la santé, on le fait systématiquement tous les jours, tous les jours, tous les jours chez nos patients, mais il n'y a rien qui est tracé. Tout est invisible en fait dans les soins infirmiers et, ben, les caisses s'en servent bien hein, pour ne pas nous augmenter, pour ne pas nous mettre en avant et compagnie. Chez les pharmaciens, chez les médecins, tout est tracé tout le temps, tout le temps. Donc tout ce qu'on ne trace pas et qu'on laisse invisible, il faut essayer de le rendre visible. Et le bilan de prévention, effectivement, c'est un moyen, en dehors des tournées, de se poser les yeux dans les yeux avec votre patient et de pouvoir avoir une conversation qui sorte de l'ordinaire, hein, du coup, hein, puisqu'on est plus dans le cadre du soin, et de pouvoir vous poser là-dessus. Alors, Et oui. après, je vais encore rebondir. Alors, moi, je suis comme Sébastien, voilà, je fais des bilans de prévention hors de mes tournées. Ah ben Je oui, moi aussi. réserve un temps, je crois que c'est du pareil. Et ce qu'il faut que vous pensiez aussi, et là où on a quand même on a notre rôle, on prend un temps d'écoute, on essaie de trouver 2 objectifs de soins que le patient trouve, hein, bien entendu. Ben, s'il trouve qu'il est trop sédentaire, eh ben, on va bouger plus. Si le stress est important, parce que là, c'est la santé mentale, donc vous savez, on a élaboré des webinaires sur chaque thème. Mais qu'est-ce qui va être important? Les dépistages, c'est-à-dire on va faire une question où ils en sont dans leur dépistage. Donc là, ben, à l'heure actuelle, en expérimentation avec l'ARS d'Occitanie, on peut, si on fait de la formation, délivrer les kits colorecto. Donc là, on commence à prendre un peu la place du pharmacien. On regarde la vaccination, on refait un point sur leur vaccination, on va prescrire, on va redonner un rendez-vous. Et si vous êtes formé à ICOP à partir pour les plus de 60 ans, vous ferez des bilans ICOP. Donc en fait, c'est là où c'est... pour nous, ça va être les indicateurs, c'est-à-dire que pour les plus de 60 ans, vous aurez un petit suivi. Après, vous travaillez avec vos patients. En parlant d'ICOP, moi je suis animateur territorial d'ICOP. Oui. Et donc, il y a un suivi quand même, il y a une banque de données sur tout ce qui, toutes les steps qu'on fait avec. Est-ce que c'est pareil dans le bilan de... Voilà. Ah non, c'est... Non, aujourd'hui, le bilan de prévention, une fois que tu l'as fait, tu le mets sur le DMP, ça va remonter dans l'espace santé de l'usager
Et ensuite, tu l'envoies au médecin, juste confraternellement, voici le bilan de prévention de votre patient, point. C'est du Aujourd'hui, one-shot, le bilan on de est à ce... prévention. Voilà, comment? C'est du one-shot, le bilan de prévention. Voilà. Maintenant, c'est peut-être Aujourd'hui, aussi Oui, Mais aujourd'hui. peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, il y aura une consultation de suivi. Mais là, qu'est-ce qui est important pour vous? C'est que Comme vous êtes ICOP, adulte. pardon, je te coupe, parce que si tu es animateur territorial, tu sais très bien que ICOP, au début, c'était one shot, et puis ça a évolué. Au Je début. n'ai pas pris au début, j'ai pas pris le début enfin, je connais pas la genèse de ICOP, mais enfin, toujours est-il que ICOP prend du temps, c'est sûr. Alors, ICOP plus bilan de prévention, plus tout ça, ça va être très compliqué. Même vous. Alors là, En fait, excusez-moi André, c'est pas ICOP et le bilan de prévention, c'est en même temps. Parce que si tu lis la fiche de dépistage des plus de 60 ans, tu verras bien que tu fais ton bilan de prévention et en même temps, tu remplis ton step 1 d'ICOP. Ils sont ensemble. Donc, si tu trouves une problématique, cette personne pourra bénéficier donc d'un step 2 et voire au-delà, 3 et 4. Et en fait, le bilan de prévention est là pour prévenir les pathologies chroniques et la façon de vivre qui peut être délétère pour chaque patient. Donc, le suivi, c'est vrai que nous, infirmiers, on ne le fait pas. Mais l'intérêt, c'est le patient. Si tu trouves une problématique stress, psychiatrie, tu vas pouvoir l'orienter et à ce moment-là, il va être pris en charge par d'autres professionnels dans sa problématique. Quand tu fais ton bilan et que tu as le questionnaire ICOP, moi, c'est ce que je fais. Je fais mon bilan de prévention, je remplis mon questionnaire ICOP sur le téléphone comme on le fait tous, et j'ai mon suivi ICOP. On fait les deux en même temps. Donc là, à la cotation, je pense que quand même, il faut le dire, je cote mon bilan de prévention de 30 € sur Amélie et je cote sur ICOP aussi. Donc effectivement, c'est du temps, mais c'est du temps qui n'a jamais été aussi bien rémunéré pour les infirmiers. Parce que, je suis désolée, mais un BSC, si ton patient est vraiment pas bien, tu vas y passer beaucoup plus de temps, plus de 30 minutes, dans la journée, tous les jours et tu auras pas le même, le même honoraire, quoi. Je veux dire, là, je suis très claire, hein, je suis financier là-dedans. Et Par puis contre physiquement, tu es derrière un bureau, tu discutes, hein. Tu tout ne à fait. fatigues pas. Voilà. Et par contre, il faut se rappeler qu'on a encore, peut-être pas pour longtemps, mais un rôle propre et la prévention est la base du métier d'infirmier. C'est On est ça. là pour ça. Donc là, le bilan de prévention est une ouverture à la consultation infirmière qu'on demande à corps et à cri depuis des années et des années. Et malheureusement, les chiffres montrent que on traîne la patte par rapport à d'autres professions et on va le perdre. On va Oui. le perdre. Alors c'est vrai que j'entends, hein, c'est du temps, mais on a tous des cabinets. Moi, je suis infirmière à Marseillan, on est un cabinet de 3. Là, j'en parlais avec mes collègues, moi, j'ai une tournée qui fait 6h du matin, 21h, parce qu'en plus, je suis sur le littoral, donc j'ai tous les touristes qui arrivent. Mais à un moment donné, il faut qu'on se décharge de ça. Voilà, c'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer, qui s'arrête pas parce qu'il a toujours une excuse. On a, en tant qu'infirmier, toujours une excuse. La tête dans le guidon, pas le temps, machin, truc. Et malheureusement, si on s'en empare pas, Oui. notre métier va se déliter. Et quand on va se réveiller, Ça ça sera trop sera tard. peut-être un peu trop tard. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est peut-être bête, hein, peut-être un petit peu agressif ce que je dis, mais il faut vraiment en prendre conscience parce que on est au tournant de notre profession se modifie. Ce qu'on fait aujourd'hui ne sera pas fait dans 10 ans. Et dans 10 ans, les infirmières libéraux d'aujourd'hui ne seront pas les infirmiers libéraux de demain. Il faut prendre le virage. C'est super important. Pour prendre un exemple par rapport à ça, André, vous nous parliez d'ICOP. Moi, je suis dans ICOP depuis 2019, donc depuis la genèse en fait
de l'expérimentation. À l'époque, en fait, il fallait qu'on ait, c'était un protocole de délégation, c'est-à-dire Oui, qu'il fallait qu'on contracte avec un médecin généraliste pour pouvoir faire des steps sur ça, ses patients, en fait, sur sa patientèle. Aujourd'hui, on a le step 1 qui est en accès direct, le step 2 qui en a, enfin, on a tout qui est en accès direct. Mais pourquoi? Parce qu'il y a aussi quand même pas mal d'infirmiers qui ont pris pris. cette expérimentation en main et que ça avance et que les chiffres et les indicateurs sont bons et montrent que notre profession a une plus-value dans la prévention et dans la promotion de la santé. Et c'est pour ça que ce bilan de prévention qui n'est pas ICOP et euh, euh, qui est donc dédié à 5 âges de la vie clés, ben, il faut, je pense, à mon sens, il faut le prendre en main et le développer. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Sébastien, donc cet ICOP, parce que j'ai la même genèse que Sébastien par rapport au repérage de la fragilité, hein. Donc avant, il fallait conventionner avec un médecin, on ne pouvait pas. Et on faisait notre évaluation, on lui donnait notre topo, et c'est tout. Ça s'arrêtait là. Et ICOP est arrivé, et comme de toute façon, à chaque fois, les infirmiers remontaient la problématique du frein, du suivi, etc., etc., mais aujourd'hui, ben, il y a tout le ICOP que tu connais aujourd'hui qui a évolué en combien d'années? 5-6 ans. Mais en 5-6 ans, il a pris toutes les étapes que tu connais aujourd'hui, qui n'existaient pas au début. Donc, si on Ça veut existait, mais avoir, c'était limité. ah oui, limité, mais si on veut avoir, ben voilà, la personne, on va le motiver, on va lui donner tout un tas d'informations sur sa santé, sur le bien fondé, des conseils qu'on lui donne par rapport aux objectifs qu'il se sera mis en place lui-même. Objectif prioritaire, secondaire, pas plus, hein, voilà. Et on lui fait exprimer ses étapes et comment il construit son projet. Ben, je suis sûre qu'à un moment donné, j'en suis intimement persuadée, à un moment donné, on aura la possibilité de faire une deuxième consultation, comme ça existe aujourd'hui sur ICOP, d'entretien motivationnel à la mise en place des objectifs prévus. Et J'en moi, suis je vais intimement persuadée. rebondir. Je vais rebondir et juste pour vous donner, est-ce que tu penses que les pharmaciens se sont posé la question s'il y a une consultation de suivi? Eux, ils s'en moquent. Ils ont dit à leur patient, ben oui, vous avez droit, ou le patient est venu parce qu'ils ont dit, ah ben je peux aller voir mon pharmacien, ah vous le faites. Ils ont une application, 2 objectifs, bouger, manger mieux, voilà. Et est-ce que vous pensez que le pharmacien se préoccupe de savoir s'il va avoir une consultation de suivi? Il va le renvoyer sur son médecin traitant. Les médecins traitants, je dirais qu'en partie, ce sont les assistants médicaux de ces médecins traitants qui font remplir le questionnaire. Donc, eux, ils ne passent pas plus d'une demi-heure dessus, puisque eux, ils vont avoir la consultation et le bilan de prévention. Ils vont cocher les croix, il a fait les dépistages, d'accord, là, ça ne va pas, là, ah, bouger, voilà. Et qu'est-ce que va faire le médecin? Il va le réorienter sur une maison sport santé ou sur la CPTS où ils sont, parce qu'il y a des actions qui sont menées dessus. Donc, à un moment donné, on sait que c'est un peu macrophage au début, mais une fois que tu prends en main l'exercice, tu vas beaucoup plus vite. Parce que, et puis des fois, les patients, tu les connais, donc tu vas beaucoup plus vite. Et en plus, ces patients-là, si c'est sur ta patientèle, tu les vois au cours d'une prise de sang, d'un pansement. Voilà. Et donc, et après, c'est vrai qu'on t'a parlé d'ICOP, parce que dans ICOP, tu vois, et comment ça va, et tu peux au moment de ton recontrôle d'ICOP dire, alors l'objectif sur le stress, comment c'était, tu as pu faire les... Et ça se fait comme ça. Après, le bilan de prévention n'est pas là pour soigner. Il est là pour Orienté. repérer et orienter. Voilà. Et donc, c'est sûr que le mettre en place dans des cabinets isolés, c'est compliqué, mais il faut le détacher. Et petit à petit, ce sera une demi-matinée, peut-être 2, parce qu'en fait, ils se sont donné le mot, les gens, et ils ont été contents parce que toi, tu vas faire un bilan de prévention, tu vas l'écouter parce que c'est ton ADN d'infirmier. C'est notre ADN. C'est parce qu'on le fait tous les jours. Et je peux vous garantir le fait que, parce que j'en fais, les gens, ils sont contents. Contents, voilà. Et parce que c'est un temps d'échange en dehors des soins techniques et on les a écoutés.
Et même si tu mets 45 minutes, tu ne fais que gagner pour toi, en fait, pour ta patientèle. Voilà. On clôt le sujet. André, j'espère qu'on a répondu un peu à votre question. On va passer peut-être à une autre question parce qu'on s'approche un peu de la fin du webinaire. J'ai pas suivi sur le chat s'il y a des gens Non. qui... Non. Est-ce que Il n'y a pas quelqu'un de veut question. prendre... Avec Merci, plaisir, André. André. Est-ce que quelqu'un veut intervenir encore un petit peu ou est-ce qu'on conclut? Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que si vous avez des questions personnelles à poser au niveau de l'URPS, vous avez toujours la possibilité de nous envoyer un mail sur l'adresse qu'on vous a mis, contact@urpsinfirmier-occitanie.fr. Dans une spécificité, puisque c'est remplir un lien, remplir un questionnaire précis sur le bilan de prévention et on vous répond personnellement. Voilà. Ok, c'est bon. Du coup, on peut conclure le webinaire du jour. Donc, vous avez bien compris qu'on est quand même bien motivé pour que tout ce schmilblick avance et que le maximum d'infirmiers fassent des bilans de prévention. On n'est jamais content parce que pour nous, ça avance pas assez vite. Mais bon, vous voyez bien que nous occupons une position privilégiée pour repérer tous les signes précoces de troubles psychiques chez nos patients, notre présence régulière à leur côté, la connaissance de leur environnement de vie, de la famille, la relation de confiance que nous construisons au fil du temps nous permettent aussi de percevoir tous ces signes qui sont souvent discrets de souffrance mentale. Il ne faut pas s'en priver. Le bilan de prévention, c'est donc ce nouvel outil qui est intégré à notre pratique, est un levier que nous pensons précieux pour aborder la santé mentale de manière structurée et toujours bienveillante. Voilà. De toute façon, c'est comme ça qu'on vit au quotidien notre exercice en étant bienveillant. En l'utilisant pleinement, ce bilan de prévention, nous pourrions contribuer à préserver l'équilibre psychique des patients, à prévenir l'évolution de troubles encore trop souvent ignorés. Et pourtant, après les chiffres de réalisation du bilan de prévention, je vous le redis encore une fois pour que ça s'imprime, nous ne sommes nous n'avons fait que 8% des bilans de prévention qui sont remontés au niveau des caisses. Notre rôle dans ce domaine est essentiel. Il faut que vous en soyez convaincus. Il faut que tous les jours vous vous disiez, que vous ayez un mantra en tête. Je suis un acteur clé du parcours de soins. Mon engagement en faveur de la prévention en santé mentale participe activement à l'amélioration durable de la qualité de vie des personnes que j'accompagne. Allez, c'est enregistré. Vous pourrez le reprendre et vous le répéter tous les matins. Un mantra. Je suis infirmier, je le vaux bien. Sur ce, nous mettons les mardis de la prévention en vacances pour le mois d'août, du coup, et nous vous donnons rendez-vous en septembre pour poursuivre ensemble cette dynamique de prévention au cœur de notre pratique. Pascal, je te laisse la main. Oui, voilà, pour reprendre les fondamentaux, pour revenir sur vraiment la base du bilan de prévention, comment vous pouvez l'appréhender. On a pensé à toutes les possibilités, les facilités, les trucs et astuces pour vous aider à mettre ce bilan de prévention en place. Une astuce que vous pouvez déjà avoir, c'est déjà retenir les âges clés de ce bilan de prévention, parce que quand vous allez faire une prise de sang, une piqûre, un petit pansement, un truc de rien du tout, si la personne en face de vous est dans les âges clés, donc 18, allez, j'ai un trou, 18-25, 45-50, 60-65, 70-75, et bien là, vous leur dites, est-ce que vous voulez que je vous aide à maintenir votre force, votre santé? Voilà. Et vous lui collez un rendez-vous. Et voilà. Et soit vous le faites chez lui, soit vous le faites à votre cabinet. Le mieux, pour moi en tout cas, c'est qu'il se déplace vers vous. Et vous pourrez ainsi faire quelques bilans de prévention. C'est le premier coup de pédale qui est le plus difficile toujours quand on veut faire du vélo. C'est à peu près pareil pour le bilan de prévention. Une fois qu'on a fait ce premier coup de pédale, on ne peut pas tracer la route. Allez, écoutez, n'oubliez pas le mantra que je vous ai donné. Et donc, je clôture ce webinaire pour aujourd'hui. Merci, bravo, vous êtes des pionniers et des pionnières et vos patients vous remercient. Au revoir à tous et du coup, à la rentrée de septembre. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, merci.